Il est connu que certains médicaments, en raison de leurs effets particuliers sur le corps humain, ne sont disponibles que sur ordonnance médicale. Cependant, la question se pose. Le protagoniste de cette histoire a-t-il pu commettre tant d'actes irréfléchis sous leur influence? Ou n'est-ce qu'une explication commode pour ce qui s'est passé? Tôt le matin du 27 août 2015, les caméras de surveillance ont enregistré une scène inhabituelle devant l'une des maisons du quartier huppé de Morro Bella, à Sainte-Augustine, en Floride. Un groupe de personnes discutait vivement avant de soudainement se disperser dans différentes directions. Quelques heures plus tôt, Amanda Collet, mère de 2 enfants, était rentrée chez elle dans son SUV blanc. Après sa séparation d'avec son mari il y a environ 6 mois, elle avait commencé à fréquenter un nouvel homme. Cette nuit-là, elle l'avait passé chez lui. Lorsqu'Amanda est rentrée chez elle après avoir rendu visite à ses enfants chez des parents, elle a découvert un désordre total. Quelqu'un était entré dans la maison pendant son absence. C'était le chaos partout. Le contenu des armoires et des tiroirs était éparpillé sur le sol. Les poubelles étaient renversées. De nombreux objets étaient cassés ou endommagés. Des éclats de verre jonchaient le sol. Amanda était effrayée, mais elle avait une idée des raisons de ce qui s'était passé. Son téléphone affichait de nombreux appels manqués et messages non lus qu'elle avait ignorés auparavant. Maintenant, elle devait agir. À 5h30 du matin, elle a contacté son nouveau petit ami et les forces de l'ordre, troublée par les traces de l'invité indésirable dans sa maison. Son ami, Lamar Duberly, s'est immédiatement mis en route avec son pick-up. Environ 1 heure plus tard, une voiture de patrouille se dirigeait dans la même direction. L'agent qui arrivait devait évaluer la gravité de la situation. Le bureau du shérif a envoyé un agent pour une intervention de routine, pas un cas urgent. Il s'agissait de parler avec Amanda et de documenter les dégâts matériels. Elle ne prévoyait pas pour l'instant de porter plainte contre son ex-mari et préférait d'abord consulter son avocat familial. Après l'inspection, l'agent est reparti car aucune plainte officielle n'avait été déposée. C'était vers 9h du matin. Peu après, des amis ont commencé à arriver chez Amanda pour la soutenir dans cette situation difficile. La première à arriver fut Lindy Dobbins, sa meilleure amie. Cette mère de 3 enfants de 39 ans s'était spécialement libérée de son travail pour être avec elle. Lindy était toujours prête à aider, sans penser à ses propres désagréments. Un peu plus tard, leur amie commune Rachel Hendricks les a rejointes. Elle avait déjà déposé ses enfants à l'école et n'ayant pas d'autre plan pour la matinée, décida de se joindre aux amis pour apporter un soutien moral à Amanda. Dans la maison, 3 amis et Lomar se sont réunis pour discuter de ce qui s'était passé et réfléchir aux prochaines étapes. Ils ont examiné les conséquences de l'incident. Amanda ne pouvait retenir ses larmes, bouleversée par la situation. Elle hésitait dans sa décision et jugeait nécessaire de consulter d'abord un avocat avant d'aller à la police au sujet de son ex-mari. Elle était convaincue de son implication. Lorsque l'ex-mari a rappelé, Amanda a décidé de répondre. Leur conversation a duré 14 minutes. Tout le groupe se trouvait dans le salon lorsque soudain des détonations ont retenti et du verre s'est brisé. Quelques minutes plus tard, un policier a arrêté Lomar dans la rue, qui fuyait paniqué de la maison de son ami. Selon ses déclarations, lorsque les bruits inquiétants ont commencé, il est passé par le salon jusqu'à la buanderie et s'est échappé par la porte du garage entr'ouverte. Il a informé les agents de l'incident soudain dans la maison d'Amanda et supposé que les tirs venaient de l'extérieur du bâtiment. Lomar n'a pas remarqué si les tirs avaient touché quelqu'un des présents, bien qu'il ne puisse pas donner de détails précis à la police. Il était certain que l'agresseur avait tiré délibérément sur lui. C'est pourquoi il supposait que les femmes devaient être indemnes.
Quelques minutes après le départ de l'homard, les femmes ont également essayé de se mettre à couvert. Rachel a traversé le salon et s'est échappée par la porte d'entrée endommagée. Remarquant la maison non verrouillée des voisins Dickens, elle y est entrée en courant et s'est cachée dans un placard, d'où elle a appelé le numéro d'urgence 911. Lors de sa conversation avec le répartiteur, Rachel a indiqué qu'elle avait pu se cacher, mais qu'elle avait été blessée au bras. Elle a averti de l'incident dans la maison de son amie et savait qui pourrait en être responsable. Consciente de la situation dangereuse, elle s'était mise en sécurité dès l'avertissement de l'homard. À son grand désarroi, elle continuait d'entendre des coups de feu pendant sa conversation avec les services d'urgence. Rachel était inquiète pour ses amis, qui étaient restés dans la maison d'Amanda et suppliaient la police de se dépêcher. Dans les minutes qui suivirent, 2 autres appels d'urgence parvinrent au poste de police. 2 appels sont parvenus au service d'urgence. L'un d'Amanda, l'autre de son amie Lindy. Les femmes n'ont pu rien expliquer au répartiteur. Les forces de l'ordre se sont immédiatement rendues sur les lieux où elles ont trouvé une situation inquiétante. Amanda Colley a subi de graves blessures et a tenté de se protéger, mais sans succès. Lindy a été retrouvée au bout du couloir, près de la salle de bain. Apparemment, elle essayait de chercher refuge, mais n'y est pas parvenue. L'agresseur l'a rattrapée. Malgré peu de blessures, l'aide est arrivée trop tard. Rachel, qui est restée comme témoin, a rapporté qu'elle avait remarqué un mouvement dans l'arrière-cour peu avant l'incident. Sur le chemin sinueux du jardin est apparue une silhouette masculine qui a immédiatement sorti une arme et a commencé à tirer à travers la porte vitrée. Tout le groupe se trouvait derrière, mais à cause des reflets sur le verre, Rachel n'a pas pu reconnaître les traits de l'agresseur. L'analyse des traces de tir a confirmé le témoignage du témoin. Des cartouches non utilisées de calibre 9 mm ont été trouvées sur le chemin dans l'arrière-cour. L'histoire a également été confirmée par les paroles de Lamar, qui est retourné à la maison de son ami immédiatement après l'arrivée des forces de l'ordre. Il comprenait que les autorités avaient la situation sous contrôle, mais était également conscient du danger pour lui et Rachel. L'agresseur pouvait réapparaître à tout moment. Selon Lamar, il a entendu des coups de feu venant de la direction de l'arrière-cour. Convaincu qu'on le visait, il a immédiatement cherché à se mettre à couvert et à crier aux autres de se cacher. Bien qu'il n'ait pas pu reconnaître l'auteur, il avait des soupçons concernant une personne, l'ex-mari d'Amanda, avec qui elle avait parlé au téléphone peu avant l'incident. Rachel a raconté qu'elle n'avait pas pu réagir aussi vite que Lamar. Elle et Lindy se sont cachées dans le garde-manger. Elle pouvait entendre Amanda de l'autre côté de la porte essayer de trouver refuge, peut-être dans la salle de bain. Moment plus tard, un grand bruit s'est fait entendre. Apparemment, la porte d'entrée avait été forcée violemment. À ce moment-là, l'intrus est entré dans la maison. En arrivant au garde-manger, il a constaté que la porte était bloquée de l'intérieur. L'inconnu a demandé aux femmes où se trouvait l'ami d'Amanda. Elles ont répondu qu'il n'était pas là, tout en continuant à tenir la porte. Soudain, une détonation a retenti, et Rachel a ressenti une douleur lancinante dans le bras. Son emprise s'est relâchée. Une autre détonation, et Lindy a crié. Amanda a également été touchée. Sa voix venait de la direction de la salle de bain. Rachel a profité du moment pour s'enfuir de la maison. Elle pensait entendre des détonations derrière elle, mais est restée miraculeusement indemne. Puis, de nouveaux bruits se sont fait entendre, mais elle ne pouvait plus voir ce qui se passait. Selon la survivante, elle a reconnu la voix de l'agresseur. C'était l'ex-mari d'Amanda, James Colley. Peu après, son père a contacté la police et a rapporté un appel inquiétant de son fils, dans lequel celui-ci avouait ses actes. À ce moment-là, les forces de l'ordre étaient déjà arrivées sur place, mais James s'était déjà enfui.
Des chiens de service ont été utilisés pour sa recherche, qui ont pris une piste menant à la rue voisine. En chemin, on a trouvé un téléphone portable jeté qui appartenait probablement à James. Le véhicule avec lequel le suspect s'était enfui n'a pas pu être trouvé. Pendant ce temps, il aurait pu être n'importe où. La zone a été fouillée aussi bien avec des chiens de service que par hélicoptère depuis les airs, mais la recherche est restée infructueuse. Plusieurs heures de recherche infructueuse se sont écoulées. Heureusement, les forces de l'ordre ont intercepté James Colley le soir même, alors qu'il circulait dans la voiture de sa sœur. D'après son itinéraire, il avait l'intention de franchir la frontière de l'État. Lors de la fouille de la voiture, tout un arsenal a été découvert. Un fusil et 2 pistolets, 9 mm et calibre 45. Les armes se trouvaient sur le siège passager avec une grande quantité de munitions. Plus tard, les experts ont confirmé que ces munitions correspondaient à celles trouvées sur la scène de crime. Dans la voiture, on a également trouvé des éclats de verre identiques à ceux brisés dans la maison. En août 2015, l'histoire de 8 ans de mariage de James et Amanda, parents de 2 jeunes enfants, a pris fin. Au printemps, leur relation s'est sérieusement détériorée et le couple a décidé de vivre séparément. James est allé vivre chez sa sœur dans une ville située à 20 km de la maison familiale où Amanda est restée avec les enfants. En quelques mois, les époux ont traversé toutes les difficultés du divorce. Ils ont réglé la garde des enfants, partagé les biens et décidé de commencer une nouvelle vie. James a entamé une relation avec une collègue nommée Amy et Amanda s'est rapprochée de Lamar qui travaillait avec elle dans une boutique d'articles de sport. Bien que leur mariage soit formellement terminé, James semblait ne pas pouvoir accepter l'idée que son ex-femme ne lui appartenait plus. Soupçonnant la nouvelle relation d'Amanda, il l'appelait fréquemment et essayait de découvrir les détails de sa vie privée. Amanda préférait ne pas dire la vérité, craignant les conséquences. Dans ce contexte, le caractère de l'ex-mari a considérablement changé. Il est devenu irritable et impulsif. James appelait Amanda constamment et montrait une telle persistance qu'elle a dû s'adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance de protection. Quelques jours avant l'incident, il a signé un document attestant qu'il ne possédait pas d'armes, qui lui étaient de toute façon interdites. Le week-end avant l'incident, le voisin d'Amanda, Mike Dickens, un ami proche de James, a pris une photo d'un homme qui tondait la pelouse devant la maison, torse nu. Cet homme s'est avéré être le nouvel élu d'Amanda, Lamar Duberly. En l'apprenant, l'ex-mari a de nouveau essayé de contacter Amanda. Il l'a submergée d'insultes et a insisté pour en savoir plus sur la nouvelle relation. La femme a essayé de cacher la vérité et a décrit l'homme sur la photo comme un simple jardinier. Cependant, Mike a remarqué que la relation avec ce jardinier semblait inhabituelle pour un simple travailleur, particulièrement compte tenu de son apparence pendant le travail. Apparemment, ces preuves de la nouvelle relation de son ex-femme ont été suffisantes pour James. Tôt le matin du 27 août, il a pris une décision irréfléchie. Les caméras de surveillance des maisons voisines n'ont pas pu capturer le moment où James Colley est entré sur la propriété de son ex-femme. Ce tournant des événements n'était pas surprenant. Cet homme avait longtemps vécu dans le quartier et connaissait bien tous les endroits cachés et les angles morts de la vidéosurveillance. En particulier, il pouvait se faufiler inaperçu par l'arrière-cour, ce qu'il a fait. Lorsqu'il est entré dans le bâtiment vers 3 heures du matin, l'invité indésirable a trouvé une maison vide. Dans un accès de rage, il a causé des ravages. Il a jeté des objets, renversé les poubelles dans la cuisine, endommagé la télévision et plusieurs appareils ménagers coûteux. Probablement essayait-il ainsi de se venger de son ex-femme en détruisant tout ce qu'il pouvait. Pendant ce chaos, James cherchait des preuves indiquant les nouvelles relations d'Amanda. Finalement, il a trouvé quelque chose qui confirmait ses soupçons, ce qui l'a mis dans une rage encore plus grande. À 4 heures du matin, il est allé chez son ami Mike,
qui vivait à proximité. James a tambouriné fortement à la porte, a proféré des insultes puis a discuté fort et avec colère au sujet d'Amanda. Il a montré ses trouvailles de la maison, qu'il n'avait jamais vues auparavant chez son ex-femme. Il a emporté ses objets. Plus tard, ils ont été retrouvés dans la maison de sa sœur, où James avait probablement récupéré l'arme du crime. Mike s'est souvenu que James avait reçu une ordonnance du tribunal au début du mois, lui interdisant d'approcher la maison et son ex-femme. Il l'avait cependant déjà violée et aggravait maintenant la situation en créant du désordre et en emportant des objets étrangers. Il risquait de graves conséquences. C'est pourquoi son ami a essayé de le calmer. Il lui a donné une bière à boire et lui a conseillé de rentrer chez lui et de se reposer, sans prendre d'autres mesures irréfléchies. James a ignoré le conseil et s'est dirigé vers le tribunal pour s'occuper de la première violation de l'ordonnance. En chemin, il a appelé son père et lui a raconté son comportement dans la maison de son ex-femme. Le père l'a réprimandé et lui a demandé d'arrêter. Après cela, James a disparu et ses actions pendant cette période sont restées inconnues. Lorsqu'il a été arrêté plus tard dans la rue, il a été confronté à plusieurs accusations graves. 2 cas d'actes illégaux, 2 tentatives d'actes similaires, violation de domicile ainsi que harcèlement avec circonstances aggravantes pour violation de l'ordonnance du tribunal. James a nié sa participation et a invoqué des trous de mémoire. Il a été emmené à la prison du comté jusqu'au début du procès. Maintenant, l'accusation devait prouver que James était effectivement responsable de l'agression contre son ex-femme avec ses amis et contre Lamar. Bien qu'il n'y ait pas d'enregistrement vidéo direct de l'incident, il y avait de nombreux témoins des événements. Les enquêteurs ont méticuleusement reconstruit les mouvements de James le jour de l'incident. Vers 4h45, il a dit au revoir à son ami Mike et est allé au tribunal, où il est resté jusqu'à peu avant 6h. Ensuite, il s'est rendu dans la ville située à 15 minutes en voiture de son ancienne maison familiale, où il vivait avec sa sœur et son père. Selon les enquêteurs, James avait eu suffisamment de temps pour retourner chez Amanda. On suppose qu'il est d'abord rentré chez lui, où il a récupéré certains objets, puis s'est rendu chez son ex-femme. Pour cette période, James n'a pas pu fournir de preuves de son lieu de séjour. L'enquête a révélé qu'une photo de Lamar torse nu, prise par son ami, avait été le déclencheur de l'incident. Lors de l'examen du téléphone et de l'ordinateur du suspect, des détails intéressants sont apparus. Immédiatement après s'être séparé de son ami, vers 5h du matin, il a commencé à envoyer des messages à Amanda et à essayer de la joindre. 1 minute avant l'incident, il a fait 22 tentatives pour appeler son ex-femme. Jusqu'à ce moment, Amanda ignorait les appels, mais quand elle a vu l'état de son appartement, elle a décidé de répondre. Elle a accusé James d'être entré par effraction et d'avoir saccagé sa maison et l'a supplié de la laisser tranquille. La principale protagoniste de ces événements a essayé par tous les moyens de rompre le contact avec son ex-mari. Elle a même proposé de ne pas faire d'histoire sur ce qui s'était passé s'il disparaissait de sa vie. Cependant, les avocats de James Colley ne voulaient même pas abandonner. Ils ont préparé une défense basée sur l'absence de plan prémédité. 2 jours avant l'incident, les médecins avaient prescrit à James une combinaison complexe de médicaments contre l'anxiété et la dépression. C'étaient des préparations puissantes qui, prises individuellement, devaient l'aider à revenir à un état normal. Lorsqu'il est rentré chez lui le soir du 26 août, il a pris un autre sédatif pour dormir. James s'est effectivement endormi, mais s'est réveillé après quelques heures. La défense a suggéré que le mélange de médicaments et d'alcool avait provoqué un état qu'il ne pouvait pas contrôler. L'accusation a cependant adopté un point de vue différent. Jusqu'aux événements du matin, suffisamment de temps s'était écoulé pour que l'effet des médicaments se dissipe et que James puisse pleinement comprendre ses actions.
Cela a été confirmé par le fait qu'il s'est présenté au tribunal le matin et s'est comporté de manière tout à fait consciente, sans éveiller les soupçons de quiconque par son comportement. James devait s'occuper des formalités et signer les papiers du divorce. Dans le bâtiment du tribunal, il s'est comporté calmement, mais dès qu'il est sorti, il a recommencé à harceler Amanda avec des appels et des messages. Avant de se rendre chez son ex-femme, il a fait le plein d'essence de sa voiture. Le procureur a estimé que cela avait été fait intentionnellement pour une éventuelle sortie rapide de l'État. Selon eux, il avait tout planifié à l'avance pour ne pas perdre de temps plus tard. D'abord, il est rentré chez lui et a rassemblé tout le nécessaire. Lors de la perquisition de son appartement, un fusil, 2 pistolets et de nombreuses cartouches de différents calibres ont été trouvés. Les affaires étaient éparpillées et donnaient l'impression d'avoir été emballées à la hâte. Les forces de l'ordre ont également trouvé les médicaments dont la défense avait parlé. Les avocats s'étaient préparés minutieusement et avaient invité des experts indépendants en pharmacologie et psychiatrie. Ils devaient prouver lors des audiences que la combinaison des médicaments que James prenait pouvait altérer sa capacité à penser clairement et à contrôler ses actions. La défense affirmait que cela excluait la possibilité de planifier l'incident à l'avance. Selon leur version, tout s'est passé spontanément, dans un moment où James ne pouvait pas se contrôler. Lors de l'interrogatoire de police, Mike a rapporté en détail le comportement inhabituel de son ami ce matin-là. Son état semblait étrange et instable. L'ami savait bien à quel point James prenait douloureusement chaque nouvelle concernant Amanda après le divorce. Mike ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas lâcher prise avec la situation et commencer une nouvelle vie. Pourtant, c'est lui qui avait envoyé la photo du nouveau partenaire d'Amanda et déclenché ainsi l'incident désagréable. Maintenant, Mike regrettait son acte. Les enquêteurs ont soigneusement examiné l'échange de messages entre les amis. Il semblait que Mike parlait sincèrement. James nourrissait depuis longtemps de la rancœur non seulement envers son ex-femme, mais aussi envers son entourage. Il accusait particulièrement sa meilleure amie Lindy, croyant qu'elle avait monté Amanda contre lui. Selon le procureur, dans l'une des dernières conversations avec Amanda, on peut entendre James se préparer à quelque chose de sérieux et emballer des affaires avant de quitter la maison. Les experts ont minutieusement examiné cet enregistrement et ont conclu que le père de James avait essayé de l'arrêter, mais sans succès. Le principal témoin de la défense devait être Rhonda, la sœur de James, qui vivait avec lui à cette époque. Cependant, elle était en vacances en Italie pendant l'incident et n'est revenue que 2 semaines plus tard. La sœur de l'accusé n'était pas d'accord avec l'explication du procureur sur la préméditation des actions de James. Elle affirmait que l'arme était depuis longtemps par hasard dans la voiture. Elle l'y avait elle-même gardée. Selon la défense, cela prouvait que l'incident n'était pas planifié à l'avance. L'accusation soupçonnait cependant que Rhonda essayait simplement d'aider son frère, dont elle avait toujours été proche. Les procureurs ont souligné les incohérences dans les déclarations de la sœur. Elle s'est empêtrée dans des contradictions concernant les caractéristiques techniques de l'arme et n'a pas pu décrire précisément ce qu'elle prétendait avoir elle-même transporté dans la voiture. Cela a fait douter les jurés de ses paroles. Pour ce qui s'était passé, James risquait la peine la plus sévère, bien qu'il y ait eu des doutes sur cette issue. De telles sentences n'avaient pas été prononcées dans le district depuis plus de 7 ans. Cette possibilité ne pouvait cependant pas être exclue. La défense n'a pas essayé de prouver l'innocence de James. Leur tâche principale était d'obtenir une sentence plus clémente. Le seul moyen sûr d'éviter la peine maximale était de réduire l'accusation à un délit moins grave. Dans ce cas, James pourrait recevoir une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les avocats affirmaient que James n'avait pas d'intention malveillante préméditée.
Ils supposèrent qu'un conflit s'était produit dans la maison d'Amanda qui avait provoqué ces actions. Cependant, Rachel et Lamar, présents lors de l'incident, ont insisté sur le contraire. Selon leurs témoignages, tout s'est passé soudainement, sans aucune dispute ni provocation. Les procureurs ont présenté des preuves convaincantes que le retour de James chez lui n'était pas un hasard. Il était revenu délibérément pour chercher certains objets, ce qui indiquait la préméditation de ses actions. La preuve décisive était l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre James et Amanda qui avait eu lieu juste avant l'incident. Cette conversation a été diffusée dans la salle d'audience. Pendant 14 minutes, Amanda a essayé de mettre fin à la communication avec son ex-mari. Elle pleurait, mentionnait l'ordonnance du tribunal et menaçait d'appeler la police s'il ne la laissait pas tranquille. Il était évident que la femme était sous la pression de son ex-mari depuis longtemps, mais cela ne l'a pas arrêtée. Après la présentation de tous les arguments, les jurés se sont retirés pour délibérer. Après 2 heures, ils ont annoncé leur verdict à l'unanimité. James a été reconnu coupable des 7 chefs d'accusation, y compris la violation de domicile. L'enquête était loin d'être terminée. Après 2 semaines, le jury s'est réuni à nouveau dans la même composition pour prendre une décision dans l'affaire James Colley. Ses défenseurs n'abandonnaient pas l'espoir et continuaient à défendre leur point de vue. Ils ont convoqué de nouveaux témoins pour confirmer la version des circonstances imprévues de l'incident. Un psychiatre judiciaire et un pharmacologue sont intervenus comme experts. Ils devaient prouver que la combinaison des médicaments pris pouvait causer des effets secondaires graves, y compris des pertes de mémoire. Les experts affirmaient que l'accusé se trouvait dans un état de parasomnie, ce qui signifie qu'il ne pouvait peut-être pas comprendre ses actions et ne pouvait pas s'en souvenir. Selon le psychiatre, les personnes dans cet état peuvent se déplacer, conduire une voiture et même effectuer des actions apparemment sensées, bien qu'en réalité elles agissent inconsciemment. Leurs mouvements peuvent être non coordonnés, mais un profane en médecine pourrait ne rien remarquer d'inhabituel. L'accusation a cependant réfuté ces arguments en présentant des enregistrements du tribunal que James avait visité ce matin-là. Avant l'incident fatal avec son ex-femme, il avait été en contact avec de nombreuses personnes qui auraient pu remarquer quelque chose d'inhabituel dans son comportement. Cependant, il se comportait avec assurance et naturellement, sans montrer de signes de somnolence ou de confusion typiquement observés chez les personnes atteintes de parasomnie. L'accusation a réussi à nouveau à prouver la culpabilité de l'accusé, dont les actions ont laissé 5 enfants sans soins maternels, 2 d'Amanda et 3 de Lindy. Les jurés ont prononcé à l'unanimité la peine la plus sévère. Dans la 3e phase des audiences, le tribunal a donné à la défense une dernière chance de présenter des arguments convaincants pour une réduction de peine. C'est alors que James est apparu personnellement pour la première fois. Il a qualifié ce qui s'était passé d'horrible accident, mais ses paroles ne sonnaient pas de manière convaincante. Les avocats n'ont pas non plus pu présenter d'arguments significatifs. C'est pourquoi la décision initiale est restée en vigueur. Les statistiques montrent que les condamnés à mort passent généralement plus de 10 ans en prison avant que la sentence ne soit exécutée. Cela est dû aux tentatives constantes de la défense d'obtenir une réouverture du procès. Les avocats de James ont déjà déposé plusieurs recours, jusqu'à présent sans succès, mais continuent d'espérer un résultat positif.